السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قراءة صوتية جديدة لكتاب La théorie de Pierre Bourdieu et ses usages sociologiques. Deuxième épisode. Sociologie de l'école. Les premiers jalons d'une sociologie de l'école ont été posés au début du XXe siècle par Émile Durkheim dans l'évolution pédagogique en France. Ce dernier envisage l'école comme une instance de socialisation qui a pour fonction de permettre l'intégration sociale en inculquant à chacun les valeurs morales qui fondent la société. Ce faisant, elle libère les individus de leurs particularismes familiaux tout en assurant le maintien de l'ordre social. Après Émile Durkheim et jusqu'aux travaux de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron dans les années 1960, peu nombreux sont les sociologues qui se sont emparés de la question scolaire. En effet, durant la première moitié du XXe siècle, l'éducation n'est pas un domaine d'étude actif de la sociologie en France. Dans les années 1950-1960 en France, les objets d'études légitimes des sociologues sont plutôt le monde du travail, par exemple George Friedman, le monde ouvrier, Paul-Henri Chambard-Dolov, la bureaucratie Michel Crozier, la religion Hervé Lebras, la ville André Lefebvre, la paysannerie André Mondra, les loisirs Jean Dumas-Dié, ou encore la psychologie sociale Georges Gurvitch, Jean Stoitzel. À partir des années 1960, la question scolaire prend une nouvelle acuité et suscite un regain d'intérêt sociologique. Les effectifs du secondaire et de l'université, restés stables durant la première moitié du XXe siècle, explosent avec l'arrivée des enfants nés pendant le baby-boom de l'après-guerre. À cette croissance des effectifs s'ajoute une ouverture de l'institution scolaire à de nouvelles populations et un allongement de la scolarité par le biais des réformes institutionnelles qui visent à mieux former les étudiants afin de faire face aux nouvelles conditions économiques et sociales. Ainsi, dès 1959, la réforme Berthoin porte la scolarité obligatoire de 14 à 16 ans et en 1963, la réforme Fouché supprime l'examen d'entrée en 6e et crée les collèges d'enseignement général, prélude au collège unique instauré par la réforme Abi de 1975. Dans le même temps, la hausse du niveau de vie donne aux familles des espoirs d'ascension sociale pour leurs enfants par le biais de l'école. Cette ouverture nouvelle de l'institution scolaire, qualifiée de massification, est interprétée comme une démocratisation. Désormais, tous les individus, quelle que soit leur origine sociale, auraient des chances égales d'accès à l'école et au diplôme qu'elle délivre. Les travaux de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron viennent bouleverser cette interprétation en mettant au jour les obstacles qui empêchent que la massification se transmue en démocratisation. Premier point. L'école comme instance de reproduction sociale. Les recherches de Pierre Bourdieu sur l'école ont profondément renouvelé la sociologie de l'éducation dans les années 1960. Ces recherches sont aussi l'occasion pour Pierre Bourdieu de forger et de tester certains des concepts majeurs qui définissent aujourd'hui sa sociologie. Habitus, capital culturel, violence symbolique. 3 ouvrages majeurs composent la thèse de Pierre Bourdieu sur la sociologie de l'école. Les héritiers, les étudiants et la culture, c'est le premier ouvrage. Deuxième ouvrage, la reproduction, éléments pour une théorie du système d'enseignement. Et le troisième ouvrage, la noblesse d'État.
Grandes écoles et esprits de corps. Les deux premiers ont été écrits avec Jean-Claude Passeron, le dernier en collaboration avec Monique de Saint-Martin. Les héritiers se présentent sous la forme d'un essai dans lequel s'élaborent les grandes idées qui seront reprises et théorisées dans la reproduction. La noblesse d'État, l'ouvrage La noblesse d'État, tout en s'appuyant sur les arguments des deux précédents ouvrages, porte moins sur les universités et davantage sur les grandes écoles. La sociologie de l'école de Pierre Bourdieu traite donc essentiellement des études supérieures. S'il fallait la résumer en une phrase, la thèse défendue dans ces ouvrages pourrait s'énoncer ainsi. Loin de favoriser l'égalité des chances, l'école participe à la reproduction des inégalités sociales et légitime ces inégalités par un discours méritocratique. Si, comme Émile Durkheim, Pierre Bourdieu considère l'école comme une institution centrale dans les sociétés contemporaines, il rompt avec sa vision positive de l'école comme pourvoyeuse de normes morales et adopte au contraire une posture critique. Des inégalités sociales aux inégalités scolaires. Le constat statistique, l'inégalité des chances de réussite scolaire selon l'origine sociale. Inscrit dans le contexte des années 1960, favorable à l'importation en France des techniques quantitatives américaines, celles par exemple de Paul Lazarsfeld notamment, l'ouvrage Les héritiers 1964 s'ouvre sur un certain nombre de résultats statistiques provenant d'enquêtes par questionnaire réalisées par Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron et leurs collaborateurs du Centre de sociologie européenne. Grâce au statisticien Alain Darbel, l'analyse innove par le recours à la méthode des probabilités conditionnelles qui permet de comparer les chances relatives de réussite scolaire en fonction de l'origine sociale, du sexe, du lieu de résidence, etc. L'analyse statistique met en évidence l'importance de l'origine sociale comme facteur de différenciation dans l'accès aux études supérieures. Un fils de cadre supérieur a 80 fois plus de chances d'entrer à l'université qu'un fils de salarié agricole et 40 fois plus qu'un fils d'ouvrier. Ces chances sont encore le double de celles d'un fils de cadre moyen. Au-delà de ce phénomène d'élimination, deux autres types d'inégalités scolaires sont étudiés. La relégation dans certaines des disciplines les moins prestigieuses, lettres et sciences par opposition à droit et médecine, et le retard ou le piétinement, c'est-à-dire le redoublement avant ou pendant les études supérieures. Dans les trois cas, l'origine sociale apparaît comme le facteur de différenciation le plus déterminant. Son influence s'exerce ainsi plus fortement que celle du sexe, même si la relégation apparaît aussi comme une inégalité sexuée, de l'âge ou encore de l'affiliation religieuse. Les enfants issus des classes populaires sont donc les plus concernés par l'élimination, la relégation et le retard scolaire. Marhaban, akhi Abdelrahim. Le privilège culturel des catégories sociales les plus favorisées face à l'école. Les inégalités sociales face à la réussite scolaire ne tiennent pas tant, selon Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, à des différences de richesse qu'à des différences de culture. L'analyse des deux auteurs s'éloigne sur ce point de l'analyse marxiste classique. Ils montrent ainsi que les étudiants ont des connaissances d'autant plus riches et plus étendues que leur origine sociale est plus élevée. Les héritiers. Un privilège culturel caractérise des étudiants issus des classes les plus favorisées. Les auteurs introduisent dans la reproduction la notion de capital culturel pour désigner les connaissances et capacités
à apprécier différentes formes culturelles issues de la culture savante, c'est-à-dire la culture valorisée par les institutions culturelles, théâtre, musique classique, peinture, etc. Ce capital culturel est d'autant plus important que la classe sociale est plus favorisée. Le privilège culturel des étudiants issus des catégories favorisées face à l'école se traduit alors par une proximité entre la culture qu'ils ont acquise au sein de leur milieu social et familial et la culture de l'école. Cette dernière valorise en effet les mêmes œuvres que la culture savante. Inversement, les étudiants issus des catégories les plus défavorisées ne disposent pas, à l'issue de leur socialisation familiale, des compétences culturelles valorisées par l'école. De fait, les différentes classes sociales sont caractérisées par des distances inégales à la culture scolaire et par des dispositions différentes à la reconnaître et à l'acquérir. La reproduction, page 128. Ce rapport différencié à la culture en fonction de l'origine sociale est perceptible au niveau même de la langue parlée. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron s'appuient sur les travaux de sociolinguistique de Basil Bernstein, Social Structure, Language and Learning, pour montrer que la réussite scolaire dépend étroitement de l'aptitude réelle ou apparente à manier la langue d'idées propres à l'enseignement. Les héritiers, page 25. Selon Basil Bernstein, en effet, le langage des classes supérieures est un langage formel ou élaboré qui correspond au code linguistique de l'école. Inversement, le langage des classes populaires, qualifié de commun ou restreint, se caractérise par un vocabulaire limité et des possibilités peu étendues d'organisation du discours. Ne maîtrisant pas les codes élaborés de l'école, les élèves des catégories sociales défavorisées se trouvent alors pénalisés. Dès lors, la langue parlée apparaît bien comme une source d'inégalité scolaire. Selon leur catégorie sociale d'appartenance, les étudiants ne disposent pas des mêmes ressources pour s'adapter à la culture scolaire. Dans Les héritiers, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron distinguent trois classes sociales et analysent leurs rapports différenciés à la culture scolaire. Le privilège culturel des catégories sociales favorisées permet aux étudiants qui en sont issus d'entretenir un rapport libre et distancié avec cette culture. Ainsi, la désinvolture ironique, l'élégance précieuse ou l'assurance statutaire qui permet l'aisance ou l'affectation de l'aisance sont presque toujours le fait d'étudiants issus des hautes classes où ces manières jouent le rôle d'un signe d'appartenance à l'élite. Pour les enfants de paysans, d'ouvriers, d'employés ou de petits commerçants, tous éloignés de la culture de l'élite valorisée par l'école, l'acquisition de la culture scolaire est acculturation, c'est-à-dire qu'elle implique une distanciation vis-à-vis de la culture d'origine pour mieux s'imprégner des normes et des valeurs de l'école. Enfin, les classes moyennes se caractérisent non pas par la plus grande facilité à assimiler la culture de l'école, mais par la plus forte volonté de l'acquérir. Une bonne volonté culturelle fondée sur une adhésion totale aux valeurs de l'école est ainsi transmise dans les familles du milieu petit bourgeois qui cherchent à atteindre la réussite sociale par la réussite scolaire. Leurs chances objectives sont faibles mais réelles. Du fait de sa proximité avec la culture de l'élite, la culture de l'école qui autorise le dilettantisme des classes cultivées fait en réalité l'objet d'une acquisition laborieuse pour les membres des autres classes. Pour les uns, l'apprentissage de la culture de l'élite est une conquête, chèrement payée. Pour les autres, un héritage
qui enferme à la fois la facilité et les tentations de la facilité. La notion d'habitus, introduite dans la reproduction, les auteurs parlaient d'habitudes culturelles dans les héritiers, permet de théoriser le rapport des différentes classes à la culture. Ainsi, l'habitus que tend à inculquer l'école est plus ou moins proche de l'habitus qui a été inculqué par la famille au sein du milieu social, c'est-à-dire de l'habitus de classe qui se caractérise par des schèmes de perception et d'appréciation communs à une classe sociale. Plus l'écart entre ces deux types d'habitus est grand, moins les chances de réussite scolaire sont importantes. Par conséquent, les membres des classes populaires, par anticipation et du fait de leur habitus de classe, tendent à s'auto-éliminer de l'enseignement secondaire ou supérieur en considérant que les études ne sont pas faites pour eux. Les auteurs montrent d'ailleurs que les inégalités entre les classes sont davantage le fait de cette auto-élimination que de l'échec scolaire. Tout se passe donc comme si les catégories les plus défavorisées avaient intériorisé dans leur habitus les probabilités objectivement faibles qu'elles ont d'accéder aux études supérieures et qu'elles ajustaient leur comportement à leurs chances objectives de réussite. Un rapport aux études différenciées selon l'origine sociale. Dans Les héritiers, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron s'interrogent sur l'unité du milieu étudiant. Selon eux, si les étudiants se caractérisent par des pratiques communes, travaux universitaires, heures de cours, examens, etc., ils ne vivent pas de la même façon leurs conditions étudiantes, en fonction de leur origine sociale. Néanmoins, tous réinterprètent selon les modèles de la classe intellectuelle à laquelle ils aspirent le rapport qu'ils entretiennent avec leur classe d'origine. En tant qu'apprentis intellectuels, ils cherchent en particulier à ne pas laisser transparaître l'influence de leur milieu familial. Et ils s'identifient à leurs professeurs considérés comme des maîtres à penser et à vivre. Dans les années 1960, les étudiants en lettres parisiens représentent, selon les deux auteurs, l'image idéale type de ces apprentis intellectuels. Leurs origines bourgeoises les prédisposent en effet à adopter plus facilement que les autres les codes de la classe intellectuelle. Si les études ont pour vocation de préparer l'avenir des étudiants, ceux-ci ont néanmoins tendance à considérer la période de leur apprentissage comme une fin en soi. Se référant à la figure de l'éternel apprenti, ils entretiennent un rapport mystifié avec leurs études. Les auteurs les qualifient ainsi d'apprentis sorciers. Cependant, tous les étudiants ne peuvent participer à cette mystification. La nécessité économique propre aux catégories les plus défavorisées incite les étudiants qui en sont issus à plus de réalisme, puisque leur avenir dépend plus directement de leur réussite scolaire. Ils sont contraints à n'être qu'apprentis et choisissent par exemple davantage les filières qui leur offriront un emploi avec plus de certitude, les lettres étant par exemple exclues. En fonction de leur habitus de classe, les étudiants sont donc plus ou moins proches de la figure consacrée de l'étudiant. Le rôle de l'école dans la production d'inégalités. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron remettent en cause la croyance méritocratique républicaine selon laquelle l'école favoriserait l'égalité des chances. En réalité, le postulat d'une égalité formelle entre les élèves rend l'institution scolaire inattentive aux inégalités réelles. En effet, l'école traite tous les élèves comme égaux face à la culture alors qu'ils sont inégaux de fait. Elle manifeste ainsi une indifférence aux
différences. La reproduction, page 220. Le problème est qu'en refusant d'établir un lien entre l'origine sociale des élèves et leur niveau de capital culturel, l'école renforce la sélection différentielle par la classe sociale. Par exemple, lors d'un concours ou d'un examen, les épreuves et les critères sont les mêmes pour tous les candidats. En apparence, le concours ou l'examen donne à tous des chances égales, mais c'est oublier que l'égalité formelle qu'assure le concours ne fait que transformer le privilège en mérite, puisqu'il permet à l'action de l'origine sociale de continuer à s'exercer, mais par des voies plus secrètes. Les héritiers, page 104. En souhaitant évaluer tous ces étudiants sur un pied d'égalité, l'école appréhende les différences sociales comme des différences purement scolaires et transforme donc une hiérarchie sociale en classement scolaire. Cette attitude d'ignorance de l'école et son effet de renforcement des inégalités peuvent être résumés ainsi. Pour que soient favorisés les plus favorisés et défavorisés les plus défavorisés, il faut et il suffit que l'école ignore, dans le contenu de l'enseignement transmis, dans les méthodes et les techniques de transmission et dans les critères du jugement, les inégalités culturelles entre les enfants des différentes classes sociales. Pour justifier les inégalités scolaires obtenues, l'école les rapporte à des inégalités de compétences naturelles. Elle entretient ainsi une idéologie du don, une idéologie charismatique qui fait passer les aptitudes à la réussite scolaire pour des dispositions innées, alors que Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron ont montré qu'elles étaient culturelles et donc acquises au sein d'un milieu social et familial. Dans la reproduction, les auteurs analysent par exemple le reproche adressé à certains élèves d'être trop scolaires, reproche paradoxal de la part de l'école. Formulé comme un jugement sur une attitude personnelle naturelle, ce reproche sanctionne en réalité une différence sociale puisqu'il s'agit d'une caractéristique propre aux petits bourgeois qui n'ont pas acquis dans leur milieu familial la culture savante ou culture libre, valorisée par l'école et qui sont obligés de faire des efforts visibles pour réussir. De la même façon, les bonnes appréciations et les bons résultats scolaires sont attribués au mérite personnel de l'élève alors qu'ils traduisent une proximité sociale à la culture scolaire. Cette idéologie du don permet finalement à l'institution scolaire de légitimer le classement qu'elle établit entre élèves en lui donnant un fondement méritocratique. En se posant comme institution méritocratique, l'école légitime son propre fonctionnement. Ce faisant, sous l'apparence de l'égalité des chances, l'école transforme l'héritage social en mérite scolaire. La méconnaissance du fonctionnement réel de l'institution par les individus renforce leur croyance en la validité de l'idéologie du don. Cette idéologie tire elle-même son efficacité du fait qu'elle est acceptée par tous. Une explication individualiste alternative de l'inégalité des chances, Raymond Boudon. Sociologue français et tenant de l'individualisme méthodologique, Raymond Boudon s'oppose à la sociologie d'inspiration structuraliste et donc plutôt objectiviste de Pierre Bourdieu. Il lui préfère une conception de l'action mettant en avant la rationalité du comportement des acteurs. Considérant qu'il n'existe pas de structure objective qui transcenderait les actions individuelles, Raymond Boudon propose de restituer les motivations ou les bonnes raisons des acteurs pris dans leur individualité pour expliquer les phénomènes macrosociologiques. Selon lui, les régularités sociales constatées ne sont que la trace laissée au niveau statistique par la juxtaposition d'une myriade de comportements individuels. Dans son ouvrage L'inégalité des chances, la mobilité sociale dans les sociétés industrielles,
Il critique les thèses développées dans les héritiers et la reproduction, leur reprochant leur déterminisme et propose une explication alternative de l'inégalité des chances. L'inégalité des chances scolaires résulte, selon Raymond Baudon, d'une rencontre entre des positions sociales et des points de bifurcation, c'est-à-dire des paliers d'orientation qui jalonnent l'institution scolaire. À chaque palier, la décision d'orientation, poursuite au nom des études, études longues ou études courtes, filières techniques ou généralistes, etc., est prise en fonction de la perception qu'ont l'élève et sa famille des chances de réussite. Le potentiel de l'élève pour les études est primordial dans l'évaluation des chances de réussite. Cependant, la position sociale détermine aussi en partie les choix d'orientation. La probabilité de renoncer à poursuivre des études est d'autant plus élevée que l'on descend dans la hiérarchie sociale. Raymond Baudon met ainsi en évidence un phénomène d'autosélection. Les enfants d'origine modeste, à compétences scolaires égales, tendent à se censurer et à s'orienter vers des filières d'études plus courtes. Le sociologue explique alors que ce choix, par un calcul coût-avantage fait par l'élève et sa famille, ceux-ci prennent leurs décisions en fonction du rendement qu'ils perçoivent de l'investissement éducatif. Le rendement apparaît plus faible dans les milieux modestes en raison de la distance économique et culturelle plus grande à parcourir pour atteindre les positions les plus élevées. Le phénomène d'autosélection avait déjà été mis en évidence par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron qui parlaient dans la reproduction d'auto-élimination des catégories les plus défavorisées. Cependant, l'explication de ce phénomène diffère selon la perspective sociologique adoptée. Alors que pour Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, l'habitus des classes populaires éloignées de la culture scolaire explique leur anticipation d'échec. Raymond Baudon se réfère à un calcul coût-avantage pour rendre compte des choix d'orientation. Des inégalités scolaires aux inégalités sociales. De la reproduction culturelle à la reproduction sociale. Dans les sociétés contemporaines, la hiérarchie sociale se calque sur la hiérarchie scolaire. Les titres délivrés par l'école définissent en effet une place particulière dans la société. Pierre Bourdieu montre notamment dans La noblesse d'État, 1989, que le passage par les grandes écoles, École nationale d'administration, Polytechnique, est la voie d'accès aux postes les plus prestigieux. L'idéologie du don diffusée par l'école, qui postule que les différences de réussite scolaire sont entièrement attribuables aux aptitudes ou aux mérites individuels, permet de légitimer la position sociale occupée à la sortie de la scolarité. Le discours méritocratique permet ainsi de légitimer non seulement la hiérarchie scolaire, mais aussi la hiérarchie sociale qui en est issue. L'école apparaît donc à la fois comme une instance d'ordonnancement et de consécration. Selon Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, le discours méritocratique porté par l'école n'est qu'une idéologie et l'ordre social légitimé ne correspond pas à une véritable méritocratie. La sélection et le classement effectués par l'école se fondent en réalité sur la plus ou moins grande proximité des élèves avec la culture scolaire, elle-même très proche de la culture de l'élite. Par conséquent, la hiérarchie scolaire reflète non pas des différences de dons personnels, mais des inégalités sociales initiales. Les inégalités sociales transformées en inégalités scolaires redeviennent ensuite des inégalités sociales à la sortie du système scolaire. L'école est ainsi présentée par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron.
la reproduction 1970 comme une instance de reproduction sociale. L'école apparaît finalement comme une boîte noire qui transforme une hiérarchie sociale non légitime car reposant sur l'héritage familial en une hiérarchie sociale relativement identique mais légitimée par les titres scolaires qui sont censés être attribués en fonction de mérites personnels. L'idéologie charismatique du don se révèle centrale dans cette opération de légitimation de la reproduction sociale qui n'est dès lors pas perçue comme reproduction. La reproduction opérée par l'école ne reflète néanmoins pas exactement l'état antérieur de la distribution des positions sociales. En effet, le système scolaire dispose, selon Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, d'une autonomie relative mais réelle par rapport à l'élite et sa culture qui lui permet notamment de définir ses propres critères de classement. La distance petite mais réelle entre la culture scolaire et la culture de l'élite autorise alors un relatif brouillage entre hiérarchie sociale et hiérarchie scolaire. Ce brouillage permet à l'école d'affirmer son autonomie totale vis-à-vis de la structure sociale, alors qu'il n'est en réalité pas propre à remettre en cause les écarts culturels entre catégories sociales. Domination et violence symbolique. L'espace social est pensé par Pierre Bourdieu comme un espace polarisé entre des dominants auxquels correspondent les classes supérieures et des dominés représentés par les catégories sociales les moins favorisées. En assurant la reproduction de cette structure sociale, l'école renforce la domination culturelle, sociale, économique des classes dominantes. La compréhension du phénomène de la domination a fait l'objet d'un important travail de théorisation sociologique de la part de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu emprunte la notion de domination au sociologue allemand Max Weber, qui l'a défini ainsi: la chance pour les ordres spécifiques de trouver obéissance de la part d'un groupe déterminé d'individus. Max Weber la distingue de la notion de pouvoir ou puissance, qui renvoie à la chance de faire triompher au sein d'une relation sociale sa propre volonté, même contre des résistances. Alors que le pouvoir peut ne reposer que sur la contrainte, la domination suppose un minimum de volonté d'obéir de la part de ceux qui la subissent. Reprenons les problématiques de Max Weber. Pierre Bourdieu s'interroge sur l'origine de la domination, sur sa capacité à perdurer et sur ses mécanismes d'exercice. Dans la reproduction, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron introduisent l'expression de violence symbolique, amenée à devenir centrale dans l'œuvre bourdieusienne. Le livre 1 de l'ouvrage s'intitule ainsi « Fondement d'une théorie de la violence symbolique » et commence ainsi: tout pouvoir de violence symbolique, tout pouvoir de violence symbolique, tout pouvoir qui parvient à imposer des significations et à les imposer comme légitimes en dissimulant les rapports de force qui sont au fondement de sa force, ajoute sa force proprement symbolique à ces rapports de force. Page 18. Les auteurs ajoutent que toute action pédagogique est objectivement une violence symbolique en tant qu'imposition par un pouvoir arbitraire d'un arbitraire culturel. Page 19. L'école, à travers son action pédagogique, fait ainsi preuve de violence symbolique lorsqu'elle impose comme universel un arbitraire culturel. En valorisant la culture de l'élite, elle l'impose à tous les élèves comme seule culture légitime. Par là même, elle légitime également l'état des rapports de force entre classes sociales, tout en dissimulant, à travers la diffusion de l'idéologie du don, l'existence de ces rapports de force et des mécanismes de reproduction qui sont à l'œuvre. Il s'ensuit une naturalisation de l'échec
scolaire, celui-ci étant présenté comme un problème de compétence alors qu'il relève d'un problème de distance par rapport à la culture scolaire. L'imposition par l'école d'un arbitraire culturel conduit ainsi à une élimination légitimée de la plupart des dominés qui ne peuvent parvenir au sommet de la hiérarchie scolaire ni donc s'élever dans la hiérarchie sociale. La violence symbolique suppose le consentement des dominés comme des dominants à la domination. La volonté d'obéir de la part de ceux qui subissent la domination, pour reprendre l'expression de Max Weber, s'explique, selon Pierre Bourdieu, par l'adhésion de tous à un ensemble de croyances. Parmi elles se trouve l'idéologie du don promulguée par l'école au profit des dominants. L'assimilation de cette idéologie participe donc de l'intériorisation des rapports de force entre classes sociales. Les mécanismes de domination et de violence symbolique ne sont pas seulement à l'œuvre dans le domaine scolaire. Ils se retrouvent aussi dans toutes les sphères du monde social. Par exemple, l'étude de Pierre Bourdieu sur la domination masculine met en évidence le fonctionnement de ces mécanismes dans la sphère domestique. Dans cet ouvrage, le sociologue analyse les conditions de maintien de la domination des hommes sur les femmes. La reproduction de cette domination repose sur l'acquisition, selon le sexe, d'un habitus masculin ou habitus viril ou d'un habitus féminin. Ainsi s'incorpore la domination masculine aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Elle perdure ensuite à travers la violence symbolique qu'elle produit, incitant les femmes à consentir à leur propre domination. La violence symbolique s'institue par l'intermédiaire de l'adhésion que le dominé ne peut pas ne pas accorder au dominant, donc à la domination, lorsqu'il ne dispose pour le penser et pour se penser, ou mieux, pour penser sa relation avec lui, que d'instruments de connaissance qu'il a en commun avec lui et qui, n'étant que la forme incorporée de la relation de domination, font apparaître cette relation comme naturelle. Page 55. Les femmes victimes de cette violence symbolique sont ainsi contraintes de concevoir le monde à travers le système de représentation masculin. Dès lors, elles participent à leur propre domination. Pierre Bourdieu cite l'exemple de femmes françaises qui déclarent en très grande majorité préférer un conjoint plus grand qu'elles, et donc un conjoint qui les domine par la taille. Cette conformité au principe de la domination relevant de l'acquisition d'un habitus spécifique est qualifiée d'amor fati, amour du destin social. L'amour fati, qui concerne aussi bien les femmes que les catégories sociales les moins favorisées, consiste en un ajustement inconscient aux probabilités associées à une structure objective de domination. Page 58. L'auto-élimination du système scolaire, caractéristique des classes populaires qui considèrent que les études de langue ne sont pas faites pour elles, peut ainsi s'interpréter comme une forme d'amor fati. Ça veut dire l'amour du destin social. En raison de ce principe, les différences de destin social sont perçues comme naturelles. La tâche du sociologue consiste alors à dévoiler les mécanismes de naturalisation de ces différences par un travail historique de déhistoricisation. En effet, selon Pierre Bourdieu, les structures de domination sont le produit d'un travail incessant, donc historique, de reproduction auquel contribuent des agents singuliers dont les hommes et des institutions familiales
Église, école, État. La sociologie de l'école de Pierre Bourdieu se présente avant tout comme une sociologie de la reproduction. Dans son article Stratégie de reproduction et mode de domination, Pierre Bourdieu écrit ainsi: une des questions les plus fondamentales à propos du monde social est la question de savoir pourquoi et comment ce monde dure, persévère dans l'être. Comment se perpétue l'ordre social, c'est-à-dire l'ensemble des relations d'ordre qui le constituent. L'école n'a pas toujours été l'instrument principal de la reproduction sociale. Dans son article de 1994, Pierre Bourdieu précise que dans les sociétés pré-capitalistes, les stratégies matrimoniales étaient prépondérantes par rapport aux stratégies scolaires. Les sociétés pré-capitalistes étaient caractérisées par un mode de reproduction essentiellement familial dans lequel les stratégies matrimoniales visant à éviter la mésalliance, mariage avec une personne de rang inférieur dans la hiérarchie sociale, participaient au maintien du rang social. L'émergence de l'État a entraîné une transformation des stratégies de reproduction, les modes de domination devenant plus impersonnels. La reproduction de l'ordre social s'appuie désormais de plus en plus sur les structures de l'État et notamment sur l'institution scolaire. Le diplôme change alors de fonction. De simple attribut statutaire, il devient un véritable droit d'entrée. Les catégories les plus favorisées doivent dès lors convertir leur capital culturel en capital scolaire pour légitimer leur position dominante dans la structure sociale. De fait, la famille perd la maîtrise des choix successoraux et le pouvoir de désigner elle-même les héritiers. Ce pouvoir incombant désormais à l'école. Prépondérantes, les stratégies de reproduction scolaire ne sont néanmoins pas les seules stratégies de reproduction à l'œuvre dans les sociétés contemporaines. Dans le système de stratégie de reproduction qui caractérise toute société, elles n'ont pas totalement remplacé les stratégies matrimoniales qui survivent notamment dans les familles qui possèdent le contrôle d'une entreprise. Ainsi, Pierre Bourdieu met en garde contre une vision évolutionniste qui ferait succéder l'école à la famille comme moyen de reproduction. Il s'agit plutôt, en fait, de la différence entre une gestion purement familiale des problèmes de reproduction et une gestion familiale qui fait entrer un certain usage de l'école dans les stratégies de reproduction. La famille conserve donc un rôle dans la reproduction sociale, ne serait-ce qu'à travers la transmission domestique du capital culturel ou les choix d'orientation scolaire. L'article de 1994 de Pierre Bourdieu permet de revenir sur la notion de stratégie, centrale dans l'ensemble de son œuvre. Il écrit ainsi dans une note de bas de page: en rupture avec l'usage dominant de la notion, qui considère les stratégies comme des visées conscientes et à long terme d'un agent individuel, j'employais ce concept pour désigner les ensembles d'actions ordonnées en vue d'objectifs à plus ou moins long terme et non nécessairement posés comme tels qu'ils sont produits par les membres d'un collectif. La stratégie ne relève donc pas pour Pierre Bourdieu d'un calcul individuel coût-avantage comme pour les tenants de l'individualisme méthodologique. Même si elle se définit par la poursuite d'objectifs, les agents qui la mettent en œuvre n'en ont pas nécessairement conscience. Ainsi, les stratégies de reproduction ont pour principe non une intention consciente et rationnelle, mais les dispositions de l'habitus qui tend spontanément à reproduire les conditions de sa propre production. L'habitus, et non le calcul rationnel, est donc au principe des stratégies mises en œuvre.
De la controverse académique au débat public. La démocratisation en question. La massification scolaire, soit l'accès du plus la massification scolaire, soit l'accès du plus grand nombre à l'école, est-elle suffisante pour assurer la démocratisation scolaire, c'est-à-dire pour offrir à chacun les mêmes chances de réussite scolaire, quelle que soit son origine sociale? Dans son article Classement, déclassement, reclassement, Pierre Bourdieu s'attaque à cette question pour y répondre de manière tranchée. Selon lui, au lieu de favoriser la démocratisation, la massification scolaire conduit à la mise en place de nouveaux mécanismes assurant la reproduction sociale. Avant la massification scolaire, seules certaines catégories sociales comme les professions intellectuelles, les ingénieurs avaient besoin d'un diplôme pour occuper leur position sociale. La nécessité d'avoir un titre scolaire pour occuper des places qui, autrefois, n'exigeaient pas d'être passé par l'école, patron d'industrie ou du commerce, artisans, commerçants, et la scolarisation des filles ont conduit à une hausse de la demande scolaire, massification. Cette dernière s'est traduite par une intensification de la concurrence pour les titres scolaires. Dans la mesure où le nombre de positions auxquelles les titres permettaient d'accéder a augmenté moins vite que la demande de diplôme, il en a résulté une inflation des titres. Ce phénomène a eu deux conséquences. D'une part, la diffusion des titres scolaires a entraîné leur dévaluation, et d'autre part, les non-diplômés sont devenus des marginaux dans une société où les diplômes se sont généralisés. De ce fait, contrairement à l'idée reçue, la massification scolaire n'a pas permis une amélioration de la situation des plus démunis. Elle a induit le déclassement aussi bien des non-diplômés que des diplômés dont le titre a perdu de sa valeur. Loin de permettre une démocratisation, la massification scolaire contribue donc pour Pierre Bourdieu à la reproduction de l'ordre social. Elle se traduit en réalité par une translation globale de la structure de la distribution entre les classes ou les fractions de classes. Une simple translation vers le haut et non une véritable déformation de la structure sociale. La sociologie bourdieusienne dresse un constat assez pessimiste du rôle de l'école perçue comme une instance de reproduction sociale. Pour autant, dans les ouvrages coécrits avec Jean-Claude Passeron, des pistes de solutions pour une réelle démocratisation de l'enseignement sont esquissées. Tout d'abord, la sociologie elle-même est un moyen de changer les choses en ce qu'elle permet de dévoiler l'idéologie du don qui est au fondement de la domination. L'efficacité de cette idéologie reposant notamment sur son invisibilité. Ensuite, pour démocratiser l'enseignement, il est nécessaire que les professeurs vendent la mèche, c'est-à-dire qu'ils explicitent leurs exigences et les techniques de la réussite scolaire, par exemple en rendant leur système d'évaluation plus transparent. Cette rationalisation de l'enseignement conforme à l'intérêt des étudiants les plus défavorisés. Ensuite, pour démocratiser l'enseignement, il est nécessaire que les professeurs vendent la mèche, c'est-à-dire qu'ils explicitent leurs exigences et techniques de la réussite scolaire, par exemple en rendant le système d'évaluation plus transparent. Cette rationalisation de l'enseignement, conforme à l'intérêt des étudiants les plus défavorisés, pourrait être mise en place à l'issue d'une réflexion sur les différentes formes d'enseignement, cours magistraux, travaux dirigés, séminaires, sur leur contenu et sur les rapports pédagogiques entretenus avec les élèves en fonction de leur origine sociale. En dépit de ces suggestions, parfois critiquées pour leur caractère trop théorique, la sociologie bourdieusienne de l'école a souvent été reçue comme une sociologie fataliste. En accusant l'école, auparavant vue comme l'instrument de la démocratisation
et de la méritocratie, d'être une institution au service de la reproduction des privilèges. Pierre Bourdieu met un frein aux espoirs d'ascension sociale par l'école. Il est accusé de remplacer un déterminisme biologique, les aptitudes, par un déterminisme social, les habitus, ôtant aux individus toute capacité de résistance contre le système. Ainsi, en 1970, Antoine Prost publie-t-il dans la revue Esprit un article intitulé Une sociologie stérile, la reproduction, où il accuse Pierre Bourdieu de nihilisme en raison du caractère démobilisateur de sa sociologie. Tous les chercheurs ne sont cependant pas aussi radicaux à l'égard de l'œuvre bourdieusienne, qui a considérablement influencé les recherches ultérieures en sociologie de l'éducation. La théorie de l'école de Pierre Bourdieu est très largement discutée même en dehors des cercles académiques. C'est l'une des particularités des travaux de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron sur l'école que d'avoir eu un retentissement au-delà du seul monde des sociologues. La critique du fonctionnement du monde de l'éducation rencontre une conjoncture politique et sociale favorable avec le mouvement de mai 1968. Plus que le mécanisme de reproduction, c'est la dénonciation des pratiques pédagogiques traditionnelles et de leurs conséquences sur les inégalités scolaires qui sont reprises par les organisations syndicales étudiantes et par les partis politiques de gauche, critique des lycées casernes, de l'arbitraire de la culture académique, des cours magistraux, du pouvoir discrétionnaire des enseignants. Le succès de ces ouvrages est aussi dû à leur convergence avec des critiques formulées depuis le début du XXe siècle à l'égard de l'école républicaine par des pédagogues dénonçant l'élitisme social de l'école et de ses méthodes pédagogiques. La force des écrits de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron par rapport à ces dénonciations antérieures est double. D'une part, il ne se limite pas à une analyse des pratiques pédagogiques qui sous-estiment l'influence de la société sur ce qui se passe à l'école, et d'autre part, ils évitent à l'inverse une analyse marxiste qui limiterait les conflits à une lutte économique sans en voir la dimension symbolique. Ce second reproche notamment a été adressé à Christian Baudelot et à Roger Establet, auteur de l'école capitaliste en France, qui envisage l'école comme un espace discontinu composé de deux filières de formation distinctes, l'une bourgeoise, le secondaire supérieur, et l'autre prolétaire, le primaire professionnel. Du côté des enseignants, la réception des écrits de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron est toutefois ambiguë. Si la plupart adhèrent à la dénonciation du rôle de l'héritage culturel et à la critique de la pédagogie traditionnelle, ils sont cependant réticents à admettre leur rôle dans l'imposition de l'idéologie du don et l'irréductibilité des inégalités. Dans tous les cas, les ouvrages des deux sociologues deviennent la matrice des réflexions ultérieures sur l'école, et si la vulgarisation des thèses leur fait perdre en complexité, elle permet toutefois d'élargir la portée des débats autour de l'éducation. La sociologie de l'école après Pierre Bourdieu. Les textes de Pierre Bourdieu sur l'éducation, et notamment ceux coécrits avec Jean-Claude Passeron, ont suscité à partir des années 1970 beaucoup de travaux sociologiques cherchant à tester la théorie de la reproduction. De nombreuses études, souvent quantitatives, ont par exemple cherché à mesurer la démocratisation scolaire. Si Antoine Prost conclut en 1986 qu'une véritable démocratisation de l'enseignement secondaire a eu lieu entre 1945 et 1960, d'autres auteurs comme Dominique Gou et Éric Morin ont en revanche mis en évidence l'absence d'évolution dans un sens ou dans l'autre
des inégalités scolaires entre 1970 et 1993, malgré l'allongement des cursus et de la hausse du taux de scolarisation. Une étude sur l'ensemble du XXe siècle, réalisée par Claude Tello et Louis-André Vallée, montre qu'en dépit d'un niveau qui reste fort, les inégalités sociales devant l'école ont diminué. Aux côtés de ces travaux cherchant à mesurer la reproduction sociale, de nouveaux champs de recherche se sont ouverts en sociologie de l'école. Aux côtés de ces travaux cherchant à mesurer la production sociale, de nouveaux champs de recherche se sont ouverts en sociologie de l'école. Des approches plus microsociologiques, qualitatives et ethnographiques sont apparues pour tenter de mieux comprendre les marges de manœuvre dont disposent les acteurs dans et autour de l'école. Les sociologues se sont par exemple intéressés aux réussites paradoxales d'enfants issus de milieux sociaux qui ne les prédisposaient pas à l'excellence scolaire, aux stratégies scolaires mises en place par les familles, à l'expérience scolaire des élèves, et ils sont entrés dans la boîte noire de l'école en étudiant les effets classe, effets maître et effets établissement sur la réussite scolaire. Dans cette lignée, de nouvelles variables explicatives autres que le niveau économique et culturel ont été introduites, comme le genre, le fait d'aller dans une école publique ou privée, ou encore le fait d'être issu de l'immigration. Deuxième point, la démocratisation scolaire en question. Stéphane Beau, 2002. Stéphane Beau est sociologue et professeur à l'École normale supérieure de la rue du LM. Il a beaucoup travaillé sur les milieux populaires et le monde ouvrier, notamment en collaboration avec Michel Pialou. Il a également collaboré à La misère du monde, ouvrage publié en 1993 sous la direction de Pierre Bourdieu. En 2002, Stéphane Beau publie 80% au bac et après les enfants de la démocratisation scolaire. 15 ans après le lancement du mot d'ordre politique de faire accéder 80% d'une classe d'âge au baccalauréat, il revient sur les effets de la massification scolaire au niveau du lycée puis de l'enseignement supérieur. Le slogan des 80% au bac a d'abord été lancé en 1985 par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Pierre Chevènement, puis inscrit en 1989 dans les textes de la loi d'orientation sur l'éducation de Lionel Jospin, à son tour ministre de l'Éducation nationale. À l'époque, cette volonté d'augmenter le niveau de qualification des Français est liée à l'apparition des nouvelles technologies auxquelles il faut former les travailleurs. Cependant, selon Stéphane Beau, sous couvert de démocratisation apparente du système éducatif, elle ne vise qu'à lutter contre le chômage en maintenant plus longtemps dans l'institution scolaire une proportion croissante de jeunes. Ce mot d'ordre rencontre l'adhésion des parents, notamment de classes populaires, qui jusqu'alors pensaient que l'école n'était pas faite pour leurs enfants. Dans les années 1980, le monde ouvrier est touché de plein fouet par les restructurations, la dégradation des conditions de travail et le chômage de masse, surtout des jeunes sans diplôme. L'école apparaît donc pour les familles ouvrières comme le lieu de repos de toutes les aspirations déçues et le seul vecteur possible de l'ascension sociale. La question centrale qui guide l'ouvrage de Stéphane Beau est donc celle-ci: la politique de poursuite d'études a-t-elle été un mirage ou une réelle promotion pour les enfants issus des classes populaires? L'enquête de terrain qu'il a réalisée porte sur la population spécifique des enfants d'ouvriers issus de l'immigration, qui sont les premiers de leur famille, grâce à cette politique, à accéder au baccalauréat et ensuite aux études supérieures. Pendant 6 ans, de 1990 à 2000, Stéphane Beau a mené une enquête ethnographique
Observation, entretien, questionnaire dans un quartier ouvrier de Gercourt, ville située à proximité de Montbéliard, où se trouvent les usines Peugeot. Stéphane Beau définit ainsi son étude. L'objet du travail auprès de lycéens du quartier où je résidais, Granvelle, était d'analyser à partir de cas singuliers comment se construisaient au jour le jour des carrières scolaires d'enfants d'ouvriers. L'ouvrage suit donc les différentes étapes de la scolarité, du collège jusqu'à l'entrée sur le marché du travail, de jeunes issus du quartier Granvelle, et ayant poursuivi des études. La difficulté des jeunes issus de la classe populaire à se convertir à la culture scolaire, théorisée par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, apparaît comme un trait structurant du rapport des jeunes du quartier à l'institution scolaire. Dès le lycée, un écart apparaît chez les élèves entre la culture du quartier et la culture scolaire. À la différence d'autres élèves d'origine populaire, ces lycéens de cité, surtout les garçons, tendent à résister aux différentes entreprises d'acculturation scolaire dont ils sont l'objet. Par exemple, ils refusent souvent de se soumettre entièrement à l'imposition d'un mode de lecture cultivé en vigueur au lycée et n'hésitent pas à affirmer leur quant à soi culturel. La culture qu'ils ont envie de défendre, c'est celle qu'ils connaissent, celle de leur quartier et de leur famille, véhiculée notamment par les médias, la télévision, le cinéma américain, etc. Pour autant, en parvenant à jouer avec les faiblesses de l'institution, induites par la politique des 80% au bac, tolérance de la notation, souplesse dans les passages au niveau supérieur, intégration de filières de relégation, et en s'adaptant à minima aux attentes du lycée, participation à l'oral pour compenser les faiblesses de l'écrit, spécialisation du travail scolaire, éventuellement triche, les lycéens de Granvelle parviennent à décrocher le baccalauréat. La distance à la culture scolaire se manifeste à nouveau au moment du choix de l'orientation post-baccalauréat. En effet, les filières courtes, BTS, DUT, qui sont aussi des filières sélectives, ferment leurs portes à ces lycéens qui manquent notamment de ressources sociales lorsqu'ils doivent passer un entretien, capacité à modifier son registre de langage et son apparence physique, habilité à jouer le jeu. Ainsi, ce qui peut constituer une qualité dans le groupe de copains du quartier, rester soi-même, la fierté de son quartier et de son apparence, ne pas se travestir socialement, se transforme objectivement en handicap et en élément à charge contre sa candidature. L'université qui n'est pas sélective devient donc leur roue de secours. À partir de l'entrée dans l'enseignement supérieur, Stéphane Beau choisit de suivre exclusivement 4 jeunes, Nassim, Sabri, Jamel et Farhat. Nassim, Sabri, Jamel et Fehrat, qui sont représentatifs de leur génération d'enfants issus du milieu populaire, qui sont les premiers de leur famille à accéder aux études supérieures. Les 4 étudiants suivent une première année de DEUG, équivalent de l'actuelle licence 1, et en AES, Administration économique et sociale, à 20 km de Gercourt, dans l'antenne universitaire de Belfort. En dépit de la proximité géographique de l'université et de son caractère relativement protecteur, peu d'élèves, étudiants moyens homogènes socialement et scolairement, enseignants peu exigeants. La faculté exacerbe encore le décalage entre leur disposition et la demande de l'institution. La proximité géographique avec leur domicile a pour revers un faible investissement des étudiants dans les structures qui leur sont destinées, bibliothèques, restaurants, universitaires, associations étudiantes. Et cette distance à l'institution universitaire va aussi de pair avec une mécompréhension de la pédagogie qui est pratiquée, distincte de celle du lycée, attente d'autonomie, cours en amphithéâtre, faible encadrement des professeurs, présence non obligatoire, contrôle terminal, faible nombre d'heures de cours, la non-appropriation du vocabulaire universitaire par les 4 copains est symptomatique
de leur non-intégration dans l'institution. 6 mois après la rentrée, Nassim continue de parler de cours marginaux pour désigner les cours magistraux. Le fait de devenir étudiant n'a en rien modifié leur manière de parler. Finalement, les parcours universitaires des 4 garçons s'achèvent aux premières années de Doug. Si certains choisissent le repli sur le quartier comme échappatoire, d'autres n'abandonnent pas leur espoir de trouver un travail de titulaire dans la fonction publique. Néanmoins, encore une fois, ils sont freinés par les épreuves des concours auxquels ils échouent. Leur reste alors comme solution des emplois précaires dans la fonction publique. Le bilan de mobilité sociale du parcours des bacheliers de Granvelle est donc ambigu. Si d'un côté la politique des 80% au bac leur a permis de poursuivre des études et in fine de parvenir à échapper à l'usine qu'ils voyaient comme un repoussoir, cette même politique n'a d'un autre côté pas tenu toutes ses promesses puisque les espoirs de promotion sociale ont été en grande partie déçus. La massification de l'enseignement ne s'est donc pas accompagnée d'une réelle démocratisation. De nouvelles filières de relégation sont apparues, l'élimination a été différée et les méthodes pédagogiques ne sont pas adaptées aux nouveaux publics qui eux-mêmes n'ont pas réussi à s'adapter à l'institution. Stéphane Beau rejoint donc les conclusions de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron sur les limites de la massification scolaire. Voilà, donc je viens de finir le chapitre sur la sociologie de l'école. La prochaine fois, je vais lire un autre chapitre et cette fois-ci, le chapitre sera consacré à la sociologie de la culture.